Philippe Solers, je n'entends parler que de votre ami Vivant Denon. Comment est-il en fait? Qu'est-ce qui me plairait chez lui? Qu'est-ce qui vous plairait, c'est que vous feriez sa connaissance de façon extrêmement rapide, car c'est quelqu'un d'extrêmement habile et qui va très vite au fond des choses. Donc, comme si vous lisez Point de lendemain, son petit récit, vous pourriez l'enlever ou il vous enlèverait et vous entreriez tout de suite dans le vif du sujet. Donc, pas de temps perdu. Alors, je ne sais pas si vous aimez les cieux qui vont vite en affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils sont expéditifs. Mais enfin, on ne perd pas de temps. J'allais vous dire que c'est ce qui vous a plu chez lui. Sa rapidité, alors d'autre part son goût, extrême, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a démontré son goût, non seulement dans sa collection particulière. Nous avons ici le tableau qu'il a gardé chez lui, dans son appartement qu'est Voltaire, alors que Watteau était pratiquement inconnu et que personne n'en voulait. Il a ramassé ça par terre, pendant qu'il était en même temps celui qui organisait le goût pour la France pour des siècles, puisque nous y sommes, c'est au Louvre. Donc beaucoup de goût, c'est-à-dire un coup d'œil très sûr. Ensuite, qu'est-ce qui vous plairait? Il savait danser remarquablement, et puis peut-être, et puis, enfin, vous n'avez pas dansé, mais c'est aussi quelqu'un qui vous aurait paru mystérieux, secret, c'est-à-dire qu'il y a toujours un quant à soi, une réserve, vous ne savez pas très bien ce qu'il est en train de faire, et ça peut piquer votre curiosité de façon intense, parce que ça a été un agent secret, tout simplement, traversant toute cette période de l'histoire si troublée. Ensuite, vous l'auriez aimé parce que c'est un voyageur et qu'il vous aurait amené en voyage en Italie. Vous auriez été avec lui à Venise et il a très très bien connu Venise, un des premiers, et très à fond. Il vous aurait peut-être emmené en Égypte. Il vous aurait fait découvrir la première, ce qu'il y avait en Égypte. Il vous aurait ensuite fasciné par des cadeaux somptueux, etc., des bijoux. La collection de médailles de la Pompadour. Voilà, il vous aurait emmené la nuit dans les salles du Louvre qu'il était en train d'organiser pratiquement seul avec un seul assistant. Bref, il vous aurait ébloui. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'il a un charme fou, dû à l'esprit, à sa curiosité, à tout ce que vous dites, probablement aussi à une éducation assez exquise, mais il a surtout une qualité énorme, c'est que personne n'aurait su qu'il m'aurait entraîné partout, parce qu'il est d'une discrétion extraordinaire. Extrêmement discret. On n'aurait pas su, quel dommage. La seule, c'est très étrange, c'est quelqu'un qui a eu évidemment des tas de liaisons, et on a très peu de documents là-dessus, ce qui prouve qu'il était très organisé, comme un agent secret. Ou alors ce qui prouve, c'est mon hypothèse, que les femmes auxquelles il a eu affaire étaient probablement des femmes de pouvoir. Je soupçonne fort, je le prouve presque dans le livre que j'ai écrit, qu'il a eu une liaison avec Joséphine, tout simplement. N'est-ce pas? C'est elle qui le présente à Napoléon, c'est elle qui insiste pour qu'il aille en Égypte, etc. Donc, vous savez, à ce niveau, si j'ose dire, de danger, hein, c'est pas... Dans le cas de Joséphine, Napoléon avait décidé de fermer les yeux. Maintenant, n'oubliez pas que Napoléon, on lui a refilé... Napoléon, oui. Oui, c'est ça, voilà, mais il était quand même très jaloux. Hein, en Égypte, c'est... Oui, mais ça, c'est Bonaparte. Voilà, Bonaparte. Mais enfin, il fallait quand même pas marcher trop dans ces allées. Non, on a des documents sur lui, une comtesse vénitienne, qui s'appelait Isabelle Albriti, et c'est la seule correspondance qu'on ait amoureuse, enfin de confiance, qu'on ait de Denon avec une femme. Et on a retrouvé encore récemment 300 lettres inédites qui vont être publiées bientôt, où il lui raconte sa vie lorsqu'il est à Paris, directeur du Louvre. Mais ce sont des lettres extrêmement émouvantes, parce qu'il y a une sorte de complicité entre eux, il y a une sorte d'amour presque dépassé, parce qu'il est parti en voyage, etc. Il lui dit, moi j'ai écrit mon livre, à un moment donné, voyage en Égypte, moi j'ai écrit mon livre, toi tu as fait un fils, nous avons fait chacun ce que nous devions faire. Voilà. C'est très charmant. Oui, c'est beau. Oui. Elle aurait pu lui dire, et si nous faisions le contraire? Moi, je voyagerais, toi, tu élèverais notre fils. Mais enfin, passons. Non, elle a fait un fils avec un autre. Oui. Alors, il n'y avait pas d'autres livres à propos de Vivant Denon, qui soient une sorte de roman de sa vie, tout en même temps. C'est une biographie, mais en même temps, c'est un récit comme vous savez le faire. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Est-ce que c'était justement parce qu'il n'y avait rien de vraiment construit sur lui? Est-ce que c'était... parce qu'a priori, vous n'aviez peut-être pas tous les renseignements qu'on retrouve dans ce livre. C'est une étude que vous avez faite avec une documentation, ensuite, la rédaction. Mais qu'est-ce qui vous a... Pourquoi d'un seul coup vous vous êtes dit, tiens, je vais faire un livre sur Vivant Denon? Parce que je trouvais ça mystérieux. Je tombais sur des gens spécialistes du XVIIIe siècle, de la littérature du XVIIIe siècle, qui disaient, il y a un merveilleux petit joyau de littérature, ça s'appelle Point de lendemain, l'auteur est Vivant Denon. Point. Ensuite, Petit je tombais... ouvrage, au demeurant. Très peu, 30 pages, fulgurantes.
Voilà, vraiment magnifique. C'est un des plus grands, un des meilleurs livres de français rapide qu'on puisse lire. Bon. Ensuite, je tombais sur des gens qui me disaient, mais Denon est le fondateur du Louvre. Bon, aucun rapport. Ensuite, je tombais sur des gens qui me disaient, mais pas du tout, c'est le premier égyptologue, le premier égyptologue qui a lancé l'Égypte, dans son voyage en Égypte. Donc, le lien entre ces personnages n'était pas fait. Les gens du XVIIIe ne savaient pas qu'il était le directeur du Louvre, et ceux qui savaient qu'il avait fondé le Louvre ne savaient pas qu'il était aussi un écrivain libertin. Donc, c'est ça, c'est un personnage qui a des facettes tellement contradictoires, des masques tellement ajustés. C'est un homme d'une très grande liberté. On lui demande un jour à Venise, le tribunal de l'Inquisition s'intéresse à lui, parce qu'on ne sait pas de quel côté il est, s'il n'est pas un agent de la France révolutionnaire, etc. Et on lui demande s'il est marié, il répond non, et j'ai toujours vécu content de ma liberté. Voilà une réponse tout à fait claire. Donc on n'a jamais rien su sur ce qu'il a fait. Il a organisé ses trésors d'une façon, vous savez au fond, c'est un encyclopédiste, un homme des Lumières. Mais un homme des Lumières sans péroraison, c'est pas quelqu'un qui a un système, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui est très souple, très discret, très visuel, et de cette magnifique époque où il y avait des Français encore éclairés, ils le sont de moins en moins, hélas, tout ça s'écroule un petit peu, et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler d'un authentique homme des Lumières, c'est-à-dire quelqu'un qui montre un sang-froid et un courage physique en plus extraordinaire. À 60 ans, se remettre à cheval pour courir les routes et assister aux batailles de Napoléon. Napoléon, on va le voir, il est toujours au feu, hein. Les boulets éclatent, il est là. Il était déjà très âgé quand il fait la campagne d'Égypte, avec des gens qui ont 20, 25 ans. Il faut marcher, se mettre en carré, tirer, repartir, etc. Il est acrobatiquement installé pour déchiffrer les zodiaques, ou le premier à rapporter des hiéroglyphes. Donc c'est un esprit aventureux, encyclopédiste, très froid de caractère, très courageux, et en même temps d'une grande sensibilité, comme le sont les gens qui ne sont pas sentimentaux pour rien. Oui, et vous dites, il a connu Diderot, bien sûr, mais vous dites surtout qu'il avait la même philosophie. C'est-à-dire que la vie, grosso modo, doit servir à se donner du bonheur. Oui, c'est ça, c'est le plus beau, mon devoir à moi, c'est d'être heureux. Voilà. Ça, c'est du Diderot. C'est la phrase, c'est du Voltaire. Oui, bien sûr, c'est contre le pathétique qui va déferler après. Oui, il a connu tous ces gens-là. Mais ça veut dire aussi ne pas s'attacher, d'une certaine manière. On peut s'attacher sans lien. Sans gluer, si j'ose dire. Après, non, on peut être très fidèle sans être possessif ou encore une fois, caoutchouteux. Vous comprenez ? Ce sont des gens qui sont, j'insiste, tellement sensibles qu'ils n'ont pas besoin d'être sentimentaux. Donc là, ce sont des cordes de musique, ce sont des cordes très fins. Quand Denon est avec Diderot à Saint-Pétersbourg chez Catherine de Russie et qu'il se sert de Diderot pour faire passer des documents secrets militaires, la partie est serrée, n'est-ce pas ? Diderot tape sur les cuisses de l'impératrice et en même temps il va être agent secret malgré lui. Quand il va voir Voltaire en Suisse, là aussi pour des raisons mystérieuses, la rencontre avec Voltaire est un morceau d'anthologie, c'est l'insolence même, de part et d'autre d'ailleurs. Il a 28 ans, Voltaire est vieux, c'est donc un monument. Et Denon lui parle avec une liberté d'esprit tout à fait étonnante. Ce sont des gens qui étaient encore porteurs de cette grande chose qui est la Révolution française, puisque finalement il n'y en a pas eu d'autre. Et le message des encyclopédistes, bien sûr. Alors, je vais vous poser une question un petit peu perverse. Si demain, vous deviez réunir dans un salon quelques-uns des esprits intéressants de notre temps pour les présenter à Vivant Denon, qui choisiriez-vous ? Des esprits de notre temps. Intéressant. Ça peut être aussi bien un peintre qu'un musicien, qu'un politique. Bon, il faudrait qu'il y ait vivant. Hein. Ben, oui, oui. C'est pour ça que la question. D'abord, je prends un architecte, je lui présente le Porte-Zampar qui a fait la Cité de la musique. Voilà quelque chose qui va l'intéresser. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois une question d'architecture et une question de musique. Ensuite, je lui présente des écrivains bizarres, genre Patrick Modiano, pour qu'il écoute quelqu'un qui parle un français énigmatique. Hein. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle... Je suis là, donc tout va bien. Et puis on va lui présenter un claveciniste, un pianiste, un violoniste, une pianiste, une claveciniste, je ne sais pas, on sait, d'autres, enfin des musiciens. Parce que nous en avons un flûtiste par exemple. Et puis voilà, ça va aller très bien. Et puis des jolies femmes.
J'attendais ça avec beaucoup d'intérêt. Qui ferait quoi, par exemple? On évite les hommes politiques. Qui ferait quoi, par exemple, en dehors d'être jolie? Eh bien, elle parlerait, elle ravirait tout le monde par leur conversation, parce que c'était comme ça à l'époque.